Bonjour. Comment réduire sa facture d'électricité? En ce moment, sujet chaud pour les entreprises, le coût de l'énergie électrique qui explose. L'informatique, sans énergie, c'est pas terrible. Mais une entreprise consomme plus ou moins d'électricité selon son secteur d'activité. On parle beaucoup en ce moment des boulangers, mais les restaurants, les carrossiers et bien d'autres secteurs d'activité sont impactés. Je réalise cette vidéo d'une présentation qui a eu lieu le 26 janvier à Saint-Laurent-du-Var de différents intervenants de la CCI, de la CMA et de Collectif Énergie. Chacun vous exposera des pistes et solutions pour réduire un peu, voire considérablement la note. Cette vidéo est chapitrée pour aller d'un spécialiste à l'autre. N'hésitez pas à la partager et à la liker pour y donner le plus de visibilité pour qu'un maximum d'entreprises puissent en profiter. Bonne vidéo. Pour commencer dans cette voie-là. Et puis je terminerai aussi un petit peu sur quelques obligations légales qui peuvent vous aider dans cette démarche. Voilà, avant de passer la parole. Alors le contexte et la situation énergétique, on est à l'heure actuelle sur un marché de l'énergie qui est complètement hors de compréhension. Enfin voilà, il y a des éléments qui peuvent expliquer malgré tout cette situation-là. Mais vous pouvez voir sur le graphique de gauche que le prix de l'énergie sur le marché de l'électricité, le prix de l'électricité en tout cas, est monté dans le courant du mois d'août-septembre de l'année dernière jusqu'à 1 000 € du mégawattheure. Pour vous donner quelques éléments de comparaison, avant le Covid, c'est-à-dire jusqu'au printemps 2020, le prix était de l'ordre de 50 à 60 € du mégawattheure. Alors, effectivement, ça explique que certains d'entre vous voient des factures exploser par rapport à ce que ça pouvait être avant. Il faut quand même, sur ce sujet-là, je vais pas vous rassurer, mais vous ramener peut-être un petit peu à la raison. Aujourd'hui, on était à 180 € du mégawattheure. Donc voilà, on est revenu dans des proportions qui sont plus raisonnables par rapport à ce qu'on a pu constater sur la fin de l'été dernier. Malgré tout, il faut quand même prendre en considération qu'il y a une possibilité, un risque, que l'énergie soit durablement plus chère que ce qu'elle n'était auparavant. Et qu'effectivement, on ne redescende pas beaucoup plus en dessous des prix de l'électricité sur le marché gros à l'heure actuelle, ce qui signifie quand même que ça multiplie par 3 voire 4 le prix de l'électricité. Donc c'est juste un élément de considération à avoir par rapport à la façon de conduire votre activité et de prendre en considération ce coût-là qui autrefois était épsilonnesque quasiment, mais qu'il faut commencer à surveiller. Voilà, au niveau des aides de l'État, vous avez différentes aides qui ont été annoncées, mises en œuvre, certaines qui existaient déjà sur 2022. C'est le cas notamment du guichet d'aide au paiement des factures, qui est plutôt adressé aux gros consommateurs, puisque les aides peuvent aller jusqu'à 4 millions €, voire 150 pour les très très gros, mais là on parle d'entreprises spécifiques comme les cimentiers, la métallurgie, etc. Depuis l'automne dernier, il y a d'autres types d'aides qui ont été mises en place et qui sont plus destinées aux TPE-PME. Plus les prix ont augmenté et plus le gouvernement a souhaité prendre en considération les TPE et PME qui étaient aussi fortement impactés, notamment du fait que parfois l'augmentation du prix de l'énergie mange toute la marge que vous pouviez faire et qui peut donc mettre en péril certaines activités. Voilà. Donc ces aides-là, elles sont classifiées. La préfecture est en train de travailler, enfin c'est la DGFiP qui est en train de travailler sur un fichier qui va vous permettre de suivre un synoptique, qui va vous permettre d'identifier rapidement dans quelle case vous situez. Et puis au-delà de ça, nous on a mis au niveau, CCI France a mis en place un numéro d'information nationale sur les aides, donc pour vous aider à identifier à quelle aide vous pouvez avoir droit. Donc c'est le 0805 484 484. Donc si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à contacter ce numéro-là, ils vous répondront en vous disant, en fonction de votre typologie, à quelles aides vous pouvez prétendre, à quelle aide, ou quelles aides d'ailleurs, parce qu'il y en a certaines qui sont cumulables. Et puis ensuite, vous avez un numéro national, cette fois-ci du gouvernement,
pour vous aider dans les démarches pour déposer les demandes d'aide. Voilà. Je vous ai mis quelques liens de simulateurs pour savoir si vous pouvez prétendre à l'amortisseur ou au guichet. Voilà. Et puis le lien également vers l'attestation qu'il y a à remplir, que M. Lachkar a reçu directement de la DGFIP, semble-t-il, aujourd'hui même. Tout à fait, mais je ne pense pas être le seul. Hein. Voilà, très bien. C'est parce que j'étais à la réunion avec le directeur, je ne pense pas. Si vous étiez passé en travers des mailles du filet, effectivement, vous avez le lien pour la récupérer et pouvoir la renvoyer. C'est une attestation qui est adressée à votre fournisseur d'énergie. Alors c'est tout bête, c'est arrivé, mais tous les entrepreneurs, à mon avis, l'ont reçu. C'est très simple, a priori, et il y a 3 cas. Donc je ne sais pas si vous avez précisé Mathieu ou pas, ou sur d'autres personnes. En fait, les aides vont s'articuler suivant la typologie d'entreprise, entre TPE, PME, TI. Voilà. Voilà, exactement. Ça doit reprendre, grosso modo, ce que je vous ai mis dans le tableau. Voilà. Et pour simplifier, donc les aides, je ne sais pas si vous en parlez, donc ce que j'ai eu le plaisir de bénéficier, d'expliquer donc le bouclier jusqu'à quel seuil. Oui, alors ça peut être effectivement intéressant. Le bouclier tarifaire est réservé aux TPE qui ont une puissance souscrite inférieure à 36 kVA. Alors, pour vous donner une petite explication, ce bouclier tarifaire, c'est un contrat spécifique qu'EDF a l'obligation de commercialiser, et EDF est le seul. En revanche, si vous êtes chez un autre fournisseur, votre fournisseur peut avoir un contrat indexé sur le tarif régulé de vente, mais il faut bien demander à pouvoir en bénéficier et rentrer dans les catégories, effectivement, moins de 10 salariés. Alors la typologie, c'est moins de 2 millions de chiffre d'affaires, ce qui est souvent pour des commerces de proximité, et moins de 10 salariés. Monsieur Lachkar, si vous voulez, on a une... Ah ben c'est parfait, on ne s'est pas synchronisé, et ben c'est pour ça qu'on bosse ensemble. C'est parfait, ben voilà. Sans forcément détailler. Non, mais au moins pour donner ça, voilà, savoir où on peut se trouver et comment aller chercher son aide. Excusez-moi Mathieu. Non, je vous en prie. Je passe vite, simplement, il y a également une aide de la région qui est en train de se mettre en place. La région a annoncé avoir débloqué un budget de 3 millions d'euros pour les TPE, PME régionales. L'aide sera accordée en une fois. Et voilà, il faut attendre encore un petit peu. Oui, pardon. Excusez-moi, est-ce que c'est cumulable avec une autre chambre consulaire? Alors, cette aide-là, elle peut être cumulable avec d'autres aides, effectivement. Les caractéristiques, enfin les critères ne seront pas nécessairement les mêmes. En règle générale, ce que la région a cherché à faire, c'est à couvrir les entreprises qui ne pouvaient pas bénéficier d'autres aides. Voilà. Bon, c'est un petit peu compliqué malgré tout au niveau des critères, hein, mais c'est ce qu'ils ont essayé de mettre en place. Sachant qu'en fait, nous, on n'est pas forcément financeurs. Les aides ne viennent pas des champs. Alors, je peux me tromper par rapport à la CCI, mais nous, on a plus ce rôle d'apporteur de solutions plutôt que de financeur. C'est vraiment, notre rôle, c'est vraiment ça, de cibler un peu tout et donner l'information. Exactement, la CCI se positionne tout à fait au même niveau. Très bien. Au niveau des étapes de la démarche de transition énergétique, je vous liste quelques actions rapidement. Le premier niveau d'action, c'est le comportement des usagers de l'énergie. Alors on entend beaucoup parler, il y a des choses qui semblent parfois bêtes, on peut en avoir un petit peu marre, mais effectivement, fermer la lumière dans une pièce où on ne se trouve pas, voilà, fermer les portes quand on fait tourner la climatisation, le chauffage, tout ça, ça participe de la réduction de la consommation d'énergie. Je vous ai mis des petits exemples. Nous, à la CCI, on a placardé des affiches partout, sur les ascenseurs, près des boutons de lumière, etc., pour donner des bons réflexes. On a distribué des polaires, on a distribué des plaids pour que les gens mettent le chauffage moins fort dans les bureaux, et ça marche pas mal. Alors, c'est le premier levier parce qu'en fait, c'est uniquement du comportemental, ça coûte 0 à mettre en place. Et par contre, ça peut permettre de faire jusqu'à 7 à 10% d'économie d'énergie. Un point sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est suivre ses consommations.
c'est le premier élément qui permet de prendre conscience de combien je dépense en énergie et derrière d'identifier ce sur quoi je vais pouvoir agir. Alors, c'est encore une fois des réflexes qui sont simples à mettre en place. C'est construire un tableur Excel dans lequel je rentre mes consommations, mes prix facturés, au mois le mois, et derrière je peux avoir des éléments de comparaison d'une année sur l'autre, d'un mois de février par rapport au mois de février de l'année précédente, et essayer de comprendre pourquoi, à un moment donné, j'ai une dérive. Ensuite, je divise le prix de la facture d'énergie par la quantité d'énergie consommée, ça me donne un coût au kilowattheure. Et donc, à partir de là, je vais voir comment progresse mon prix du kilowattheure acheté, et ça peut me permettre de m'alerter effectivement sur une dérive à un moment donné qui peut être anormale et me rapprocher de mon fournisseur. Deux points importants là-dessus, c'est vraiment de connaître ses conditions contractuelles, la puissance souscrite notamment, la date de renouvellement du contrat. Souvent les contrats sont renouvelés automatiquement et beaucoup d'entre vous voient des contrats renouvelés a posteriori avec une augmentation radicale du prix de l'énergie. Il faut savoir que si vous ne prenez pas conscience de ça en amont, vous ne prenez pas le temps de pouvoir faire le tour du marché par rapport aux fournisseurs d'énergie et pouvoir négocier vos conditions tarifaires. Voilà. Donc il faut aussi prendre, on va dire, 2 mois à l'avance au minimum pour avoir le temps d'observer un petit peu le marché, surtout en ce moment avec des fluctuations du prix de l'énergie qui sont considérables. Ça peut changer quasiment du tout au tout. Voilà. Ensuite, pour les plus gros consommateurs, des plans de mesurage, et puis l'audit énergétique pour vraiment les plus grosses entreprises parmi vous, qui est parfois obligatoire, notamment pour les entreprises de plus de 250 salariés. L'audit énergétique, il est intéressant parce qu'il balaye toutes, on va dire, les postes de consommation et permet d'identifier à la fois les potentiels de réduction de consommation d'énergie liés aux travaux sur l'enveloppe et liés aux travaux sur les systèmes. Le pilotage des installations, c'est un point qui est important. Pouvoir mettre en place des horloges, ne serait-ce que de programmation, qui coupent, par exemple, le chauffage, la climatisation, éventuellement la ventilation, à modérer quand même, parce que les locaux doivent quand même être ventilés, y compris la nuit. Tout ça, ça permet de réduire ce qu'on appelle le talon de consommation et de réduire la consommation hors période de fonctionnement des locaux. Et quand vous avez des systèmes qui fonctionnent en quantité alors que l'activité n'est pas en fonction, c'est des dépenses qui sont complètement inutiles. On considère ensuite qu'avec une installation de type gestion technique du bâtiment qui permet d'améliorer et d'affiner encore justement les règles d'utilisation et de fonctionnement des systèmes, on peut aller jusqu'à 15 à 20% de réduction de la consommation d'énergie. Les actions sur l'enveloppe, c'est des actions qui sont longues et complexes à mettre en œuvre et qui coûtent, mais qui sont indispensables pour vraiment réduire de façon considérable la consommation d'énergie. Si vous commencez à travailler d'abord sur les systèmes et que vous envisagez ensuite de travailler sur l'enveloppe, vous allez avoir des systèmes qui vont être surdimensionnés, je pense notamment au chauffage, et donc vous aurez payé un système de chauffage le prix fort pour une utilisation plus restreinte. Et deuxième effet rebond, c'est que quand vous avez un système surdimensionné, en règle générale, en termes de rendement, on ne s'y retrouve pas du tout. Et du coup, on va dire que c'est encore des économies qui auraient pu être réalisées et qui vont vous coûter cher. Très important, quand on travaille sur l'isolation et sur le confinement de l'enveloppe, enfin des locaux, il faut obligatoirement penser à y associer des travaux sur la ventilation. Parce que si on est dans des locaux qui sont confinés, dans lesquels l'humidité reste, ça peut engager des désordres. Voilà, donc il faut vraiment envisager ces travaux sur la ventilation. Ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup d'aides de l'ADEME, qui sont des certificats de l'ADEME, mises en place par l'ADEME en tout cas, financées par les fournisseurs d'énergie, qui sont disponibles sur ces travaux-là et qui permettent parfois d'avoir un reste à charge très faible. Je pense notamment à l'isolation des combles,
où on peut quasiment, pour très peu de choses, isoler une toiture, isoler des combles. Et quand on voit effectivement que les déperditions d'énergie, les déperditions de chaleur par la toiture représentent 30%, voilà, c'est très important de s'y pencher. Agir sur les équipements les plus énergivores en premier lieu, mais pas que. Je vais juste vous donner quelques petites astuces. Entretenir régulièrement ces matériels. Un matériel bien entretenu, ça baisse de 8% la consommation d'énergie. C'est parfois plus que ça. Quand on parle par exemple des systèmes de production de froid alimentaire, quand on les laisse trop tourner, il y a du givre qui se fait. Quelques millimètres de givre, c'est 30% de consommation en plus, immédiatement. Voilà, donc dégivrer régulièrement, c'est de l'entretien, ça coûte rien ou pas grand-chose, et ça permet de faire des économies. Et puis ensuite, effectivement, penser à remplacer les matériels les plus anciens, parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, et donc les matériels récents sont beaucoup moins consommateurs d'énergie. Donc voilà, il faut y penser. Un autre point, c'est l'éclairage. Bon, ici, on est en éclairage a priori LED. C'est intéressant. Passer en LED, ça permet, quand on couple ça avec des détecteurs de présence, la mise en place de zonage, ça permet de réaliser jusqu'à 75% d'économie sur ce poste-là, qui peut à lui seul représenter jusqu'à 15% des consommations d'énergie dans les entreprises du secteur tertiaire. Voilà, ensuite, l'étape ultime, ça va être d'envisager de produire sa propre énergie. Bon, c'est pas accessible à tout le monde. Pour ceux qui ne peuvent pas y penser, à mettre en place du photovoltaïque, par exemple, parce qu'ils sont en immeuble collectif ou qui n'ont pas de toiture adaptée, on peut penser à signer un contrat d'énergie verte, par exemple. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est la récupération de chaleur fatale. Donc vous avez des systèmes qui produisent de la chaleur. Je pense notamment, par exemple, à des compresseurs, ou à des systèmes des groupes froids. De plus en plus, la technologie a évolué et permet de récupérer la chaleur produite par ces moteurs pour l'utiliser pour chauffer ou préchauffer de l'air ou de l'eau qui est utilisée dans les process. Voilà, c'était des opérations qui étaient assez complexes et pas très rentables il y a encore quelques années, mais qui le deviennent de plus en plus. Ok. Bon, quelques rappels de ce que j'ai dit auparavant, avec quand même un petit point. On a mis en place, nous, un flash diag énergie qui est accessible en ligne sur le site de la CCI. C'est 10 questions, ça prend 3 minutes. Ça vous permet de vous positionner et de regarder rapidement déjà ce que vous pouvez améliorer dans votre contexte. Et puis ensuite, tous les éléments que j'ai pu évoquer auparavant. On s'en écarte un petit peu, mais il y avait quand même un risque de coupure là. Donc, Enedis a mis en place un portail internet qui permet de voir les risques au niveau géographique et savoir si vous pouviez être impacté de façon à anticiper cet aspect-là pour réduire l'impact au niveau du fonctionnement de l'entreprise. J'ai essayé de catégoriser ça de façon un peu intelligente par rapport à ce que vous pouvez mettre en place au niveau de vos entreprises pour l'hiver en cours, pour l'année 2023 et les années à venir. Voilà, l'objectif, c'est quand même d'essayer de réduire durablement la consommation d'énergie de façon à effectivement avoir une facture la plus... Alors, rentrer dans une démarche... on va dire, la plus durable possible, et puis également que ça joue sur votre marge et sur la santé financière de l'entreprise, et surtout pas la mettre en péril. Il y a quelques obligations qui s'appliquent au niveau du commerce, au niveau des commerces, notamment, comme je le disais tout à l'heure, maintenant c'est obligatoire, fermer les portes des commerces en période de chauffage et de refroidissement, dans l'utilisation de la clim, l'extinction de l'éclairage la nuit et également
les terrasses chauffées ou climatisées, hors terrasse couverte. Donc là, il faut mettre en place des systèmes de protection qui cloisonnent bien et qui permettent d'utiliser ces systèmes de chauffage. Voilà. En dehors de ça, déjà en vous conformant à ces aspects réglementaires, vous enclenchez, on va dire, une bonne démarche et vous pouvez économiser de l'énergie. Pour les entreprises du secteur tertiaire qui sont soit au-delà de 1000 m² de surface ou dans des bâtiments qui regroupent plus de 1000 m² d'activité tertiaire, il y a un décret spécifique qui s'applique, qui est le décret éco-énergie tertiaire, et qui vous oblige à déclarer vos consommations d'énergie, à choisir une année de référence entre 2010 et 2019, et à faire des économies qui sont de l'ordre, enfin c'est pas de l'ordre, qui sont exactement de 40% au minimum en 2030 par rapport à l'année de référence, 50% en 2040 et 60% en 2050. Donc c'est considérable. Ça veut dire qu'il faut, pour atteindre ces objectifs-là, ne pas rester que sur les systèmes, mais aussi travailler sur l'enveloppe. Tout ce qui permet de produire de l'énergie sur site, notamment le photovoltaïque, vient en décompte de ce que vous consommez, on va dire, de votre facture énergie, et donc est prise en compte effectivement dans l'atteinte des objectifs. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez un doute, à nous contacter pour voir si vous êtes concerné ou pas. Ok. Pour vous aider à rentrer dans cette démarche, on a au niveau de la Chambre de commerce, mais également de la Chambre des métiers, on opère en fait un programme qui est le service d'accompagnement à la rénovation énergétique, avec la possibilité pour les entreprises du petit tertiaire, donc moins de 1000 m², non concernées par le décret que je viens d'évoquer, de bénéficier de visites énergie pour vous aider à identifier justement les actions qui sont les plus évidentes à mettre en œuvre et qui vous permettraient de réaliser des économies d'énergie à court terme. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous avez ici l'adresse du pôle énergie de la CCI. Si vous êtes intéressé, si vous pensez pouvoir en bénéficier, contactez-nous et puis on vous accompagnera bien volontiers. Voilà. Et pour les entreprises, peut-être industrielles, je ne sais pas si on a aujourd'hui, il y a un autre programme, Enterprise Europe Network, qui permet de profiter du même type de visite avec les mêmes recommandations. Voilà, j'en ai terminé pour ma part. Peut-être qu'on prendra les questions en fin de présentation. Oui. Et je vais laisser la parole à Thomas. Je pense que ça va. On a respecté, on est à 17 degrés. 17 degrés. C'est froid. C'est pas froid. Pendant le transfert, j'ai juste une question, Mathieu, par rapport aux économies qu'on doit faire, les 40, 50 et 60% entre 2030, 2040 et 2050. Oui. Quand on est une entreprise où on produit de l'énergie, moi je prends mon exemple, la blanchisserie, je ne peux pas faire 40% d'économie, j'ai des séchoirs et il faut bien que je sèche. Mais tu n'es pas concerné. Au soleil. On n'est pas concerné. On est concerné, si. Si, 1000 m², tu peux pas moins de... Non. Je ne pense pas que toutes les entreprises sont concernées pour ça. Non, c'est vraiment... Alors, c'est les entreprises... Moi, je suis concernée. Alors, c'est les entreprises qui font soit à elles seules plus de 1000 m² ou qui sont dans un bâtiment, et c'est là que c'est un petit peu plus compliqué, dans un bâtiment qui regroupe plus de 1000 m² d'activité tertiaire. 43000 est concerné. 43000 est concerné. Voilà, tout à fait. Et nous, on ne peut pas faire d'économie. Sur 43000, en tant que pressing blanchisserie, notre vie, c'est électricité. Oui, mais je sais. Alors, en fait, cette loi-là, elle a été construite au fur et à mesure, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quelques personnes qui se sont dit on va obliger les entreprises à aller dans la voie des économies d'énergie, et puis ils ont créé quelque chose qui a évolué énormément pendant 2 ans complètement, ce qui fait qu'on arrive sur une loi qui est vraiment pas évidente à mettre en place. Il faut limite avoir fait des études d'ingénieur pour comprendre comment elle est faite. Et vous avez des objectifs, enfin
vous pouvez partir soit de votre consommation d'une année de référence entre 2010 ou 2019, ou vous conformer à des objectifs par secteur d'activité, et je pense que vous devez avoir quelque chose de spécifique effectivement aux activités de pressing. On pourra regarder. Avec la mobilité. Voilà. Le syndicat est en fin de saison. Par contre, la date, elle a changé, c'est pas 2022 maintenant, c'est 2023. C'est 30 septembre 2023 pour l'année de référence qu'on recherche. Elle a changé encore, Ouais. Parce que pour moi c'était 31 décembre, Non, c'était 31 décembre 2022. 2022, j'ai dû faire l'opérate pour justement mettre en place tout ce qui était énergie. Moi, je suis la responsable QHSSE Intermarché. D'accord, oui. Voilà, donc nous, on est à 2200 mètres Ouais. carrés. Et donc, j'ai dû faire tout ce qui est Opéra, mais pour l'année de référence. Ouais. Opéra, c'est le portail C'est sur le lequel portail. fait sa déclaration. Et par contre, l'année de référence choisie entre 2010 et 2019, on doit le faire avant le 30 septembre 2023. Voilà, donc ça a changé, ça a été décalé. Encore. C'est qu'en fait, tout le monde se met en ordre de bataille et ça a pris plus de temps, à mon avis, plus de temps que prévu. Oui, Ils n'ont pas envisagé le temps que ça prenait pour que chacun s'approprie en tout cas cette démarche-là. C'est avec ça. Bonsoir à tous. Donc, Coralie Viruega de la Chambre des métiers. Je vais passer rapidement sur certains points de la présentation puisque Mathieu a déjà bien dégrossi le sujet. Oui, on parle de tout ça. Actuellement, je suis référente sur la cellule de crise pour tous les artisans commerçants du 06. Donc, n'hésitez pas à nous appeler pour toute question liée à l'énergie. Et je présenterai un peu plus tard les accompagnements sur lesquels on peut vous aider dans le cadre de cette crise d'énergie et sur tout autre sujet lié à l'environnement. Donc juste une petite info, on a parlé tout à l'heure des tarifs. Pour mieux vous aider à lire votre facture, voilà un peu les éléments qu'on va regarder sur la facture par rapport aux aides. Donc première information, c'est de regarder si vous êtes sur un prix de marché ou un prix réglementé. Donc c'est une information qui se trouve souvent sur le verso de votre facture, dans les petits encarts, vous pouvez le voir là-dessus tout en haut. Et aussi, la deuxième information qu'on va regarder sur votre contrat d'énergie, c'est la puissance souscrite. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, les aides dépendent de ça. Donc ça, c'est un peu c'est un petit graphique qui récapitule les aides. Donc quand on est une TPE, comme la plupart ce soir, on a moins de 10 salariés en équivalent temps plein. Les apprentis ne comptent hors apprentis. Et avec un chiffre d'affaires de moins de 2 millions d'euros, là, on rentre dans la catégorie TPE. Donc, si on a une puissance souscrite inférieure à 36 kVA et qu'on a un tarif réglementé ou une offre de marché EDF qui a été souscrit après le 1er février 2023 ou qu'on a un tarif réglementé, un tarif indexé sur le tarif réglementé, à ce moment-là, on a le bouclier tarifaire qui s'applique avec un prix limité à 5% jusqu'au 1er février, puis à 15% à partir du 1er février. Si on est sur une puissance supérieure à 36 kVA, on va avoir d'autres aides qui vont se développer. Ou si malheureusement on a un contrat qui a un tarif fixe, mais qu'on est en dessous de 36 kVA, on a également d'autres aides qui s'appliquent, ce qui n'était pas le cas avant. Je pense qu'on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les aides, mais si vous avez une question, si vous avez un doute, si vous avez besoin d'être accompagné par rapport à ça après la diffusion du diaporama, vous pouvez nous contacter. Il y aura mes coordonnées en fin de diaporama. Et voilà, pour toute étude plus poussée, je vous invite à vous rapprocher des chambres consulaires. J'ai une question, excusez-moi. Vous parlez des TPE, des artisans. Ça peut être Ça peut être des TPE, des PME à partir de certains cas. Quand on est au-dessus de ça, est-ce qu'il y a quelque chose? Bien sûr, au-dessus, alors on a tout ce qui est PME. Donc là, on considère que c'est PME, c'est dès qu'on dépasse 10 salariés, mais qu'on reste en dessous de 250 salariés,
et qu'on a un chiffre d'affaires entre 2 millions et 49. 50 millions. 49. Entre 2 millions et 49 millions. 2 millions et 49 millions. Donc à partir de ce moment-là, on passe sur l'amortisseur électricité qui est déjà éligible au TPE. Et après, pour les entreprises électro-intensives et les très grandes industries, on a le guichet gaz et électricité qui s'applique aussi. Il y a des dispositifs maintenant à peu près pour toutes les entreprises, pour toutes les situations. Il y a toujours des trous dans la raquette et nous on les fait remonter, mais on arrive de plus en plus à trouver des aides pour tout un chacun, pour essayer de faire au mieux. Et pareil pour la surface. Moi je n'ai pas encore fait la déclaration, j'ai entendu dire que c'était au-delà. C'était jusqu'au septembre 2023, c'est ça? Non, la déclaration, il fallait la faire le 30 décembre 2022. Bon, je suis au courant, c'est pas fait. Ouais, la première, toute première. Et après, il y a une deuxième déclaration à faire avant le 30 décembre 2023. Après, n'hésitez pas à vous rapprocher de la CCI, je pense que vous accompagnez là-dessus, sur le décret d'accès. Alors, on donne l'information sur les textes de loi. Après, on n'accompagne pas à faire les calculs de surface, de coût au mètre carré, etc. Mais on donne les informations. Pour l'amortisseur électricité et l'aide au prix indexé, c'est une attestation qu'il faut remplir et envoyer à votre fournisseur. Cette attestation, elle était envoyée avant le 31 mars 2023. Donc il faut la remplir assez rapidement pour que vous puissiez avoir après automatiquement une déduction sur votre facture. Donc ça, on en a parlé, c'est l'aide de la région qui démarrera du coup au printemps 2023 et mais par contre qui sera rétroactive sur la période de janvier. Donc on n'est pas encore toutes les modalités de l'aide. Dès qu'on en saura plus, on pourra le communiquer sur ce nouveau dispositif d'aide également. Voilà, ça c'est l'aide pour les PME, donc comme je vous ai dit, c'est l'amortisseur avec une attestation d'éligibilité à retourner au fournisseur d'électricité. Vous avez également tout ce qui est CSPE qui peut être à taux réduit. Alors là, elle est actuellement à taux réduit pour tout le monde. C'est automatiquement fait. Par contre, il est encore possible de demander un remboursement partiel pour certaines activités pour l'année 2021. Donc là, pareil, de toute façon, vous aurez le diaporama qui sera rediffusé, je pense, par les services organisateurs. Et si vous vous y retrouvez, si vous avez des questions sur cette taxe, n'hésitez pas à revenir vers nous. Là, c'est le guichet d'aide pour ceux qui ont du gaz surtout, ou alors pour l'électricité, mais pour l'électricité, maintenant c'est réservé aux grandes entreprises, puisqu'on a d'autres dispositifs d'aide pour les petites entreprises. Donc voilà, si vous avez des factures de gaz qui ont doublé, n'hésitez pas à tester votre éligibilité pour voir pour avoir du financement et une aide sur vos factures de gaz. Donc après nous, Chambre des métiers, comme la CCI, on est là pour tout ce qui est apporteur de conseils et d'aide, pas financière, mais plutôt voilà, du conseil et de l'accompagnement. Donc on réalise des rendez-vous avec l'entreprise, on se déplace sur place pour pouvoir voir avec vous comment vous accompagner pour réduire vos consommations d'énergie. On a notamment un accompagnement qui s'appelle le diagnostic de flux, TPE, PME, gagnante sur tous les coups, qui permet de faire une analyse des flux d'eau, d'énergie, de matières premières et de déchets pour voir un peu comment vous vous situez par rapport aux entreprises de votre secteur et vous donner un plan d'action chiffré et personnalisé sur vos consommations pour vous permettre de faire des économies. Coralie, ce sont des actions qui ont des coûts ou c'est totalement gratuit? Alors, certaines actions sont gratuites, sont financées par l'ADEME, la région et autres. Le TPE PME gagnant sur tous les coups a un coût de 250 €. À partir du moment où on fait plus de 500 € d'économie par an pour chaque entreprise. Sachant qu'on est sur un accompagnement qui en général permet de faire aux environs 3 000 € d'économie.
par an. Et on reste sur des actions qui sont à faible coût. On essaye de rester sur du retour sur investissement de l'ordre de 3 ans. Parce qu'on sait qu'au-delà, les chefs d'entreprise sont un peu plus réticents à pouvoir investir parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On a également un autodiagnostic pour les artisans qui le souhaitent, disponible sur le site Vachement du métier. Si jamais vous souhaitez un peu faire un état des lieux sur votre consommation. Donc ça c'est par rapport à l'attestation pour l'amortisseur et le tarif moyen. Le tarif moyen c'est pour les entreprises, les TPE, qui sont en dessous de 36 kVA. Et donc là c'est sur la puissance souscrite. Et donc juste le principe c'est de renvoyer de l'attestation, sachant que EDF, la plupart demandent de le remplir en ligne. Donc Engie, Eni, vous avez sur leur site internet, vous trouvez l'attestation que vous pouvez remplir automatiquement en ligne. EDF a envoyé leur courrier cette semaine pour envoyer une attestation qui est déjà en fait pré-remplie. Eux, il faut attendre que vous receviez cette attestation-là parce qu'elle sera traitée en priorité. Les attestations pré-remplies seront traitées en priorité parce que plus facilement traitables par leur service. Et vous pouvez, si jamais vous ne la recevez pas, elle est disponible aussi sur le site internet. Mais le mieux, c'est de surveiller le courrier d'EDF, voir qu'il n'atterrisse pas dans les spams. Et si jamais vous ne le recevez pas, allez sur le site internet. Total Direct Energy, c'est pareil, c'est sur le site. Information importante, si vous êtes chez Total Direct Energy et que vous n'êtes pas sur les tarifs indexés sur le marché, vous avez des augmentations, si vous êtes en dessous de 36 kVA, vous êtes une DPE et que vous avez un tarif de marché, vous pouvez résilier sans frais votre contrat si vous passez au tarif de marché, donc au tarif de EDF par contre. Donc si vous leur apportez la preuve que vous retournez chez EDF pour accéder au tarif de marché, vous pouvez résilier votre contrat sans frais. C'est les seuls fournisseurs à faire ça. Après, si jamais il y a des gros litiges, on vous invite aussi à vous rapprocher des médiateurs de l'énergie, qui peuvent être un relais, un soutien. Il y a le médiateur d'entreprise si vous dépassez les 36 kVA. Et pour certains, notamment EDF et Engie, ils ont leur propre médiateur de l'énergie que vous pouvez contacter. Donc là, voilà, vous avez les contacts des conseillères concernant la crise énergie par département. Donc le mien, vous pouvez sans souci appeler, on reste disponible pour vous accompagner. Merci à vous. Merci Coralie. Je voulais juste ajouter qu'en fait, en gros, ce qui se passe avec les entreprises, que ce soit commerce, artisans ou les entreprises en général, c'est qu'on a un changement de paradigme. C'est que pour le moment, jusqu'à présent, tout ce qui était énergie et gestion de l'énergie ou gestion du bâtiment dans les locaux tertiaires, on ne se posait pas trop la question. On se disait, bon, c'est plus par rapport au confort du client, au confort des salariés. Et là, en fait, on se rapproche de plus en plus de la gestion de l'énergie qu'on va avoir dans les logements. Et que du coup, on se pose plus la question, mais d'où le fait d'aborder aussi les éco-gestes, ce que dit Coralie. Il faut aussi aborder ce côté, ça va être quelque chose au quotidien qu'il va falloir que je gère. Chose que je ne faisais pas jusqu'à présent. Je le faisais chez moi, en tant que particulier, parce que là, ce qu'on dit par rapport aux tertiaires, ça fait des années qu'il y a des structures d'accompagnement du particulier qui le disent, c'est-à-dire qu'il y a déjà cet accompagnement qui existait depuis un moment. Et là, en fait, c'est une autre approche qu'on avait déjà chez nous, qu'il va falloir mettre en place dans les locaux tertiaires. Et ça, c'est vrai que c'est une problématique qui devient importante parce que là on est en crise, mais qui petit à petit a pris de l'ampleur. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important.
Et surtout, là où je voulais insister, c'est n'hésitez pas à faire appel à vos chambres consulaires ou à vos structures de proximité d'accompagnement. On est vraiment là pour ça. On a mis en place des cellules de crise, on a mis en place même des accompagnements. Mathieu parlait du SAR tout à l'heure. Voilà, c'est mis en place sur le département, sur la totalité du département, pour vous accompagner spécifiquement. Donc voilà, faut pas hésiter, j'insiste toujours avec ça, mais on n'y pense pas forcément, on existe, on est là, et il ne faut pas hésiter à faire appel. Merci. Bonsoir. Du coup, nous, on va vous présenter Collectif Énergie. Donc, on est une entreprise qui accompagne les entreprises, les professionnels dans leurs achats d'énergie. Donc, je vais vous présenter un petit peu notre entreprise assez rapidement et rentrer rapidement aussi dans le vif du sujet pour que vous puissiez comprendre comment on accompagne et comment on peut éventuellement vous aider. Donc, nous, on est une entreprise de 70 personnes. On est basé, le siège est à Nantes. Et nous, moi et Thomas Roubin, on est sur l'agence de Marseille et on s'occupe de toute la région PACA. Il y a 7 agences. Aujourd'hui, il y a 6000 entreprises qui participent à nos achats. Alors, il y a 2 façons de faire les achats. Les grandes entreprises qu'on accompagne de façon plus individuelle et les achats groupés pour les TPE, PME. Et on travaille généralement avec des réseaux d'entreprises. Il marche pas du tout. Si, mais plus près. Ok. Et du coup, on travaille généralement avec des réseaux d'entreprises, notamment des fédérations de boulangers, des fédérations d'artisans ou alors même des réseaux d'industriels pour les entreprises un peu plus grosses. Et notre vision, en fait, c'est qu'en se regroupant, on peut avoir accès à plus d'options auprès des fournisseurs, à être considéré comme un plus gros consommateur, à négocier les marges, et voilà, différentes solutions. Et c'est vraiment notre vision pour accompagner, pour traverser cette crise. Donc, je vous parlais des partenaires plutôt, mais ils sont ici. Donc, il y a des UMI, que vous connaissez sûrement, c'est tout ce qui est hôtellerie-restauration. Il y a la Fédération française des pressings blanchisseries. Il y a des centrales d'achat comme Axoneo, Fédération de boulangers, chocolatiers, confiseurs, ou encore les campings, pour lesquels justement on a réalisé un achat groupé en réunissant une grande partie des campings, avec 700 campings en fin d'année, pour obtenir des prix sur 2023, et on réitère en mois de février pour les campings sur 2024. Donc la problématique sur le marché aujourd'hui, donc pour les entreprises au-dessus de 36 kVA qui doivent se tourner vers une offre de marché, c'est qu'on est passé d'une gestion des opportunités, où en fait on a essayé d'attendre une petite baisse pour souscrire un nouveau contrat, à une gestion du risque où en fait on essaye de prendre au moins haut, si je peux dire comme ça. Ça a été présenté plus tôt, mais voilà, le marché de l'énergie bouge tous les jours pour les entreprises qui doivent se tourner vers des offres marché. Il y a un niveau d'offre, un niveau de demande. Le niveau d'offre, c'est tout ce qui est production et matières premières. Et un niveau de demande, les perspectives économiques. Donc, le niveau de demande a fortement baissé, par exemple, pendant les confinements. Il y a eu beaucoup d'entreprises fermées et une demande en énergie moins importante. Donc, je vous résume un petit peu, je vous mets un petit peu des faits qu'on a tous entendus sur les 12 derniers mois, et qui expliquent pourquoi le marché s'est envolé. En fait, il y a eu plusieurs facteurs qui sont arrivés en même temps, et ça fait une réaction en chaîne, et une explosion des prix jusqu'à plus de 1000 € du mégawattheure, comme le disait notre représentant de la CTI tout à l'heure. Et donc, on est passé d'un marché qui était comme celui-ci, pour reprendre encore les dires de Mathieu, en fait, on était entre 50-60 €, avec les 2 confinements qu'on voit bien, on est descendu bien plus bas. Donc les 2 confinements, il y en avait un à 37 et un à 43-44. Et en fait, l'année dernière, on est passé à plus de 1000 € du mégawattheure pour l'année N+1. Donc en fait, l'année 2023 valait plus de 1000 € par mégawattheure. Alors que pour faire le rapport, pendant le premier confinement, on était à 37. On est passé, pour prendre les 2 extrêmes, de 37 à plus de 1000. Donc on est sur des variations qui sont énormes et qui mettent les entreprises en danger. J'ai mis aussi le prix du gaz, donc qui baisse continuellement là, depuis un certain moment. Donc ça rejoint aussi ce que disait Mathieu tout à l'heure, où il faut rationaliser, c'est-à-dire qu'on est monté à des niveaux très hauts, on est redescendu. Il faut essayer de relativiser en se disant que par rapport aux 12 derniers mois, on est dans un moment qui est dans une situation qui est meilleure, mais voilà, on reste quand même sur un x3, x4, et les prix de l'énergie risquent justement de rester continuellement à des niveaux plus hauts que ceux qu'on a connus auparavant. Donc on a pris un exemple concret, donc on travaille avec la Fédération des pressings,
On les accompagne notamment sur Nantes. Notre siège est à Nantes, c'est là où notre réseau est le plus développé, c'est là où on a le plus de partenaires. Mais pour prendre un exemple, en 2019, ce pressing avait un budget annuel qui était de 8 000 € environ. Au mois de mars 2020, avec le premier confinement, sous condition de reprolonger son contrat, il a pu rebaisser son contrat en cours à un niveau plus faible, donc descendre à 7 600 environ. Et pour ce même pressing, on fait une simulation en fin 2022, on se retrouve en fait de passer de 7 600 à plus de 30 000 € du mégawattheure. Donc il y a des entreprises pour lesquelles une variation comme celle-ci, c'est pas encaissable. Et le but, c'est vraiment de sensibiliser les entreprises à dire n'attendez pas le renouvellement de votre contrat pour faire le tour des fournisseurs, pour être accompagné par un intermédiaire comme Collectif Énergie ou autre, peu importe. Et en fait, si vous attendez la fin de votre contrat, ce que vous espérez, c'est en fait prier que le jour où votre contrat va être reconduit, le marché ne soit pas trop haut. Donc, en fait, vous laissez simplement l'avenir de votre prix de l'énergie à la chance en se disant j'espère que au jour le moment de la reconduction, le prix du marché sera cohérent pour que je ne sois pas trop handicapé. Mais en fait, si vous avez une échéance à la fin de l'année 2023 ou même 2024, vous pouvez négocier dès aujourd'hui. C'est possible. Quand vous appelez votre fournisseur qui vous dit non, votre courrier de reconduction arrivera 2 mois avant, oui, mais vous avez en droit de demander une offre avant, vous êtes en droit de faire le tour des fournisseurs en disant le but, c'est pas de partir de son contrat, il y a des frais de résiliation qui sont trop élevés, mais c'est de dire je veux négocier pour la suite maintenant, parce que le marché il est comme tel, je veux rejoindre un groupement qui me permet de négocier, et j'attends pas le dernier moment, parce que je le répète, si on attend le dernier moment, on espère que le marché soit bon le jour de la reconduction. Donc en fait, c'est vraiment facteur chance. S'il est bon, tant mieux pour vous. S'il n'est pas bon, vous avez besoin d'électricité à partir du 1er janvier, il va falloir signer quelque chose, et si c'est 3 fois plus cher, vous n'aurez malheureusement pas le choix. Donc ce qu'on voit de chez les entreprises qu'on accompagne, c'est qu'elles ont un manque de temps, parce que moi je vous dis aujourd'hui qu'il faut faire un appel d'offres, qu'il faut surveiller le marché pour prendre la décision au bon moment, mais en fait il y a des entreprises qui n'ont pas le temps. Aujourd'hui, il faudrait presque une veille sur le marché qui est hebdomadaire. Il y a des entreprises qui se disent mais je ne vais pas surveiller le marché de l'énergie toutes les semaines, je n'ai pas le temps, je dirige une entreprise, c'est pas mon métier. Il y en a qui n'ont pas non plus la donnée, c'est-à-dire que en fait, comprendre tous les facteurs, l'énergie ça s'échange de façon calendaire, donc sur les années, de façon trimestrielle sur les trimestres, de façon mensuelle sur les mois, et même au spot de façon quotidienne. Donc il y a des entreprises qui ne s'y retrouvent pas. C'est un métier, c'est technique, c'est pas le fait d'être mauvais, de ne pas s'y retrouver sur ça, c'est juste que c'est un métier et c'est le nôtre de suivre et d'avoir accès à ces données. Et il y a aussi une taille critique, donc quand vous êtes une PME, une TPE qui n'a plus accès aux tarifs réglementés, donc apparemment il n'y en a pas, mais ou une ETI, si vous avez une taille qui est réduite, vous n'êtes pas considéré comme un grand compte auprès des fournisseurs. Il y a des options qui sont autorisées pour les grandes entreprises type Airbus ou autres, qui sont très intéressantes, mais que tout seul, vous ne pouvez pas avoir. C'est pas possible. Donc, après, c'est pas le tort des fournisseurs, c'est normal qu'ils ne mettent pas à disposition toutes les options pour tout le monde, mais le but d'un collectif, c'est de se dire, en collectif, on est beaucoup plus d'entreprises, et quand on va se présenter auprès des fournisseurs, on est considéré peut-être comme un grand compte quand on arrive à 700 plutôt que quand on arrive tout seul, pour reprendre l'exemple des campings. Donc nous, notre solution, en fait, le but, c'est de comprendre déjà... En fait, normalement, il y a un diagramme, mais il n'apparaît pas. Votre prix, il est composé à 90% du prix du marché, et par-dessus, il y a la marge du fournisseur. Donc, c'est presque plus important d'acheter au bon moment que d'acheter au bon fournisseur. C'est vraiment quelque chose de très important. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne fait pas une mise en concurrence, qui signe un contrat, mais qui le fait au moment de l'année où c'est le plus bas, il aura des meilleurs prix que celui qui a consulté tous les fournisseurs, qui a fait plein de tours d'appel d'offres et autres, puisqu'en fait, la marge, ça ne représente pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est vraiment la marge, ça représente 10% de votre prix, pas plus. Donc, il faut vraiment se faire accompagner plutôt pour rejoindre des achats groupés à certains moments qui sont stratégiques, négocier des options auprès des fournisseurs, plutôt que d'acheter au bon fournisseur, c'est presque plus important. Donc on a deux solutions, la solution pour TPE, PME qui est l'achat groupé. Donc là on est généralement sur l'achat groupé comme ça, jusqu'à 1 gigawattheure de consommation annuelle. Le but c'est d'apporter notre expertise, de montrer ce qu'on peut faire, d'obtenir la meilleure offre en termes de marge, parce que j'ai dit que ça représentait qu'une petite partie du prix, mais c'est intéressant de la négocier quand même. D'avoir une approche sereine et un gain de temps. Pourquoi ça?
Parce qu'en fait, quand une entreprise vient vers nous et nous dit je vous missionne pour la renégociation de mon contrat, et ben nous, quand on organise un achat groupé pour son secteur d'activité, si par exemple on fait un achat groupé pour les boulangers ou pour les pressings, on va la prévenir. Elle n'a pas besoin de connaître son échéance, on a déjà pris le soin de connaître son échéance. En fait, on effectue un suivi, c'est-à-dire qu'on permet aux entreprises de s'enlever ça de la tête, dans le sens où on connaît leur échéance, on surveille le marché, et on sait quand les rappeler. Comme ça, il n'y a plus ce sujet-là il faut que je surveille le marché, je ne sais pas où surveiller, je ne sais pas de quoi surveiller, est-ce que c'est le moment, est-ce qu'il faut que j'aille vers tel ou tel fournisseur. Ça, c'est une partie, donc c'est la partie achat groupé. La problématique avec ça, c'est qu'on a quand même une validité courte des offres. Pourquoi ? Beaucoup plus maintenant encore, parce que les offres, elles ont une validité courte, parce que si un fournisseur fait une validité longue, en fait, il va prendre une marge sur la volatilité. Il ne peut pas vendre à perte. Si vous faites une offre le lundi, que le marché a monté le vendredi, il perd de l'argent en vous vendant de l'énergie. Il ne peut pas, donc ce qu'il fait, c'est qu'il met une marge supplémentaire. Pour optimiser les marges, nous, voilà, on va faire un appel d'offres, un premier tour et autres, mais le jour de la signature, parfois, ça peut être une validité un jour. Et il y a des entreprises qui peuvent se dire, on vous met le couteau sous la gorge, on vous dit qu'il faut signer en un jour. On ne vous met pas le couteau sous la gorge, on vous permet d'enlever une partie de la marge qui est la marge sur la volatilité. Deuxième inconvénient, c'est qu'il y a une difficulté à la prise de décision, et là, c'est là aussi où on va aider, on va conseiller vers le prestataire vers lequel aller, vers l'offre, parce que voilà, on a cette expertise de comprendre si les offres sont bonnes. Parfois, il y a des entreprises qui ont reçu des offres en direct, qui nous disent est-ce qu'elle est bonne ou pas. Il n'y a pas toutes les composantes. Chez tel fournisseur, il parle en centimes. Chez tel, il parle en kilowattheure. Chez celui-ci, en mégawattheure. Chez celui-ci, il y a de l'abonnement. Chez celui-ci, il y a des frais fixes. Voilà, c'est compliqué de s'y retrouver. Donc là, on apporte encore quelque chose. Pas de souplesse face au marché, parce qu'en fait, le fournisseur, il ne laisse pas le choix. Et donc, il y a un petit budget sur cela qui dépend en fait du marché à l'instant T. Donc là, encore une fois, on va apporter une solution à essayer d'orienter à des moments qui sont plus stratégiques. La deuxième solution, donc, c'est plutôt pour les grosses entreprises de plus de 1 giga. Donc je l'ai mis rapidement, mais en fait, c'est vraiment pour les très grosses entreprises. En fait, c'est une formule de prix. Dans une formule de prix, il y a la consommation. Il y a le volume de consommation, la façon de consommer en heure de base ou en heure de pointe, et la marge du fournisseur. Et là, quand on va sur des plus grosses entreprises, on accompagne à la négociation, à la prise de décision, on accompagne aussi à la sobriété, et on apporte des solutions en fait qu'on essaye de réfléchir ensemble. C'est-à-dire que pour les grosses entreprises, pour les très grosses entreprises, la négociation et la prise de décision ne peut pas aller sur le côté sobriété, et mettre en place des solutions, ça peut impacter le profil, ça peut impacter le prix derrière, donc il faut vraiment avoir une réflexion plus globale. Donc il y a une réflexion, que vous soyez une grosse ou une petite entreprise, à adopter, qui est qu'en se regroupant, on peut accéder à des solutions grand compte. Même quand on est une grande entreprise, on peut accéder à des solutions encore supérieures. On essaye de se sécuriser par rapport à un risque marché, c'est-à-dire de verrouiller les prix quand c'est un moment opportun, peut-être sur du long terme. Quand c'est un moment moins opportun, peut-être prendre plus l'année, toujours à l'aide d'un conseiller. Parce que est-ce que vous avez les données, le temps de suivre si c'est un moment opportun ou non? Pas tout le temps. Le but, c'est de gagner en fait sans investissement. C'est-à-dire que sur cette partie où on va plutôt accompagner à l'achat, il n'y a pas de travaux et autres. C'est une mission, on est rémunéré pour cette mission bien sûr, mais c'est une mission et la rentabilité est directement expliquée par rapport à cette mission. Et le fait, pour cela, c'est plutôt pour ce qui est de la sobriété quand on accompagne des grosses entreprises, aussi le fait de réduire son impact environnemental. Et voilà, c'est tout pour moi. Et c'est le contact de Thomas que vous voyez. Merci beaucoup. Les présentations sont finies ou Thomas, tu dois prendre la parole? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à vos cas perso? Thierry, toi qui avais des gros problèmes de... Disons que des gros problèmes, c'est quand on consomme beaucoup, l'augmentation, on peut prendre dessus des grandes proportions. Mais... Par rapport au collectif, est-ce qu'il y a eu... Thierry, c'est carrossier, donc est-ce qu'il y a un collectif, il y a un appel d'offres qui a été fait pour les carrossiers, Alors les appels d'offres, on en fait pour tout, c'est-à-dire que là où on va avoir plutôt quelque chose de spécifique sur les appels d'offres, c'est plutôt pour les profils de consommation spécifiques. Après on va faire des appels d'offres plus généralistes. Spécifiques, j'entends quoi par spécifique? J'entends les boulangers qui consomment en heure creuse ou les campings qui consomment essentiellement en été. Les carrossiers peuvent rejoindre un appel d'offres plus global avec une consommation 5 ou 6 jours sur 7
plus tôt la journée. Et là, on en a beaucoup d'entreprises et c'est un nombre plus important. Là, ça va moins être par secteur d'activité, puisqu'il y a beaucoup de secteurs qui se ressemblent dans cette consommation d'énergie. Là où les boulangers et les campings sont quand même plus spécifiques. Moi, j'ai une grosse superficie, j'ai 4000 m². D'accord. Donc, à éclairer les machines et tout ce qui s'ensuit, les cabines de peinture, j'ai plusieurs cabines de peinture. Donc, c'est très énergivore. J'ai le compresseur d'air, il tourne quasiment du matin jusqu'au soir non-stop, il ne s'arrête jamais. Voilà, c'est des grosses consommations, mais c'est aux heures pleines. Par contre, été comme hiver, moi c'est pareil, ça ne change pas. Là, c'est plutôt quelque chose de J'ai linéaire. une consommation très linéaire. Collectif, plus Alors, global. par contre, quand tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui a parlé de modifier, de passer en LED, moi je l'ai fait il y a déjà 3 ans. Juste pour vous donner un ordre d'idée, juste de changer les ampoules, de mettre des LED, j'ai économisé 4 000 € par an. Juste ça. Et je l'ai fait avant. On le voit à la maison, ça déjà. Comment? On le voit chez nous, en fait. À la maison, moi je m'en rends moins compte, C'est les plus léger. parce que consommations c'est sont moins plus gros, basses mais quand même. En pourcentage, on voit bien la différence. Mais dans l'entreprise, honnêtement, moi, j'ai vu la différence. Donc ça, c'est vrai que j'encourage tout le monde à le faire. Parce que le LED, c'est vraiment très économique. Mais moi, je l'ai fait avant. Donc maintenant, c'est plus une solution à mettre en place, puisqu'elle est déjà. Ouais, dans votre contexte, il va falloir aller peut-être sur des éléments plus particuliers, des variateurs électroniques de vitesse par exemple, sur des moteurs asynchrones, ce genre de choses qui peuvent être intéressants pour vous. Ça, c'est aussi très rapidement rentabilisé en quelques années. Vraiment, donc il y a plein d'astuces comme ça. Il faut vraiment, peut-être dans votre cas de figure, vous adresser à un expert de l'énergie, enfin, pour les entreprises industrielles, qui pourra vous trouver plein de pistes d'économie. Ça peut avoir un petit coût au départ, enfin, il y a forcément on va dire une mission d'étude, de diagnostic et d'audit, mais qui peut en plus, dans certains contextes, être assez bien pris en charge par l'ADEME. Et à partir de là, vous avez plein de pistes qui ressortent, et c'est vous qui décidez. En général, ils vous donnent le coût, on va dire, des travaux, de la modification, du remplacement, et l'économie engendrée. Donc vous avez tous les outils, enfin, pour vraiment prendre votre décision et faire votre plan d'action à court, moyen et long terme. Vous avez combien de salariés? J'en ai plus d'une vingtaine. Et vous avez déjà des augmentations? Vous avez déjà des augmentations? Non, à partir de février. Là, je suis là dans quelques jours. Vous avez fait les démarches pour les demandes d'aide? Non, pas encore. J'ai une question. Dans votre collectif énergie, est-ce que quelqu'un, monsieur par exemple, tout seul, peut venir vous rejoindre et vous le rajouter à un collectif existant déjà? C'est ça le but en fait, c'est de dire qu'on peut regrouper des entreprises justement qui viennent toutes seules. Donc là où monsieur a un profil plutôt linéaire, il va rejoindre un collectif assez global et on en constitue plusieurs fois par an. Et par exemple, si c'est quelqu'un qui a un profil un petit peu plus spécifique, voilà, il va rejoindre un collectif. Il n'y a pas un minimum de consommation pour pouvoir non, vous rattacher à votre collectif? Non, pas du tout en fait. Il ne faut pas être au tarif réglementé dans le sens où le tarif réglementé aujourd'hui, il n'y a pas plus intéressant. Donc ceux qui sont au tarif réglementé, on n'a rien à leur apporter. On leur conseille grandement de rester sur ce tarif. Par contre, ceux qui sont sur des tarifs reconductibles avec des augmentations d'année en année, il n'y a pas de consommation minimum, non, pas du tout, au contraire. Il suffit de vous contacter pour éventuellement faire partie d'un groupe qui est déjà... C'est ça, on a déjà des groupes préétablis, on travaille avec des fédérations de métiers. Et en fait, si vous avez un corps de métier spécifique, il est possible qu'on soit partenaire avec une fédération sur une autre région. On travaille sur toute la France, donc des fois on a des fédérations départementales avec lesquelles on est partenaire, des fois nationales, des fois régionales. Et voilà, il est possible d'intégrer un appel d'offres. Je reprends l'exemple des campings, mais c'est le plus récent qu'on a fait. Mais il y a des campings qui sont venus vers nous, des petits campings avec petits consos tout seuls, qui ont rejoint l'appel d'offres lié à la fédération. C'est pas un problème. Est-ce que vous avez, par exemple, un collectif pour des restaurateurs, que des restaurateurs? Oui, alors restaurateurs, ça va être pareil, ça va être en fonction de la région. Mais en tout cas, sur notre région, ça va être aussi quand même des profils assez saisonniers, la plupart, pas tous. Mais voilà, donc le but c'est de prendre les informations auprès des consommateurs, de savoir comment ils consomment, parce que
En fait, créer un collectif, c'est bien, mais il ne faut pas créer un collectif où on met tout le monde ensemble, parce que si on met tout le monde ensemble, il y en a qui vont se retrouver à payer pour les autres. Il y a des profils, en fonction de votre façon de consommer, qui sont plus intéressants pour les fournisseurs, et d'autres moins. Donc en fait, il faut quand même créer des lots par spécificité pour qu'il n'y ait personne de pénalisé. Le but, c'est pas qu'il y en ait qui soient hyper avantagés et d'autres qui soient désavantagés. Si la personne qui est désavantagée, elle pourrait avoir un meilleur prix toute seule, elle n'a pas besoin de nous. Donc le but, c'est quand même de créer des lots d'entreprises qui se ressemblent pour que personne ne soit pénalisé. Comment vous allez faire, vous partez de leurs feuilles avec leurs études Alors voilà, on peut prendre donc pour comprendre Vous gérez comment en fait vous prenez alors déjà on prend l'entreprise seule, vous faites l'étude par rapport à leur consommation. Alors voilà, c'est ça. Avec une entreprise, on prend sa facture, on dépose une autorisation de consultation de ces données auprès du gestionnaire de réseau pour voir comment il consomme. Ensuite, on voit vers quel type de groupement on peut le rattacher. Et nous, on a des dates en fonction des groupements. Et en fait, voilà, on va lui dire, votre groupement correspond au groupement saisonnier qu'on va faire dans un mois. On vous enverra par mail le lien de la plateforme sur laquelle vous inscrire. Et par-dessus, il rejoindra l'achat groupé. Alors, je vais vous poser une petite question, peut-être encore indiscrète. Votre service, disons, oui. vous le rémunérez comment? Alors, par des frais de dossier, alors on prend Excusez-moi, je crois que c'est important. Oui, c'est important. C'est un pourcentage normalement sur l'économie. En fait, c'est individuel, ça change la donne. Hein. En fait, c'est un montant en euros du mégawattheure. D'accord. C'est-à-dire qu'en fonction des volumes, on prend un montant en euros du mégawattheure. Et donc qui peut être à prendre en compte ensuite dans l'économie, c'est-à-dire que, bien sûr, c'est dérisoire comparé à ce qu'on réussit à obtenir aujourd'hui, mais voilà, c'est un montant en euros du mégawattheure qui est présenté au moment de rejoindre l'achat groupé, qui est transparent. Transparent dès le départ. Si par exemple, je prends l'exemple d'une entreprise qui consomme 200 mégawattheures, si on lui dit la lettre de mission pour cet appel d'offres, c'est 1 euro du mégawattheure, elle devra nous rémunérer 200 fois 1, donc 200 euros pour la prestation. Vous pourrez nous envoyer votre webplan, c'est possible? Bien sûr, oui. En fait, si nous pouvions avoir la CMA, tout le monde. Oui, c'est prévu. C'est prévu qu'on ait de toute façon le relais et qu'on va pouvoir diffuser à tous nos acteurs économiques, en fait. Ce qui est intéressant, c'est cela. Tout le monde n'est pas là, malheureusement. J'en suis désolée. Hein. Ce n'est pas de ne pas avoir communiqué. Et vous avez tout corps de métier? J'en suis désolée. Oui, on travaille avec tout corps du métier. Donc, alors pour reprendre les partenaires de tout à l'heure, on est partenaire avec la Fédération des boulangers, Fédération des campings, on est partenaire avec l'ARIA dans le sud, donc les industriels agroalimentaires. D'accord, c'est ce que je voulais savoir si vous aviez aussi, comme moi, des grandes surfaces. Oui, de grandes surfaces, on travaille avec donc, des groupes régionaux. Vous n'avez pas un groupement, notre groupement Intermarché, vous l'avez pas par exemple? Non, Intermarché, on ne travaille pas avec. En fait, ça dépend des. Je sais qu'on travaille avec un petit peu avec Super sur la région ouest. On a plusieurs sujets, mais voilà, c'est ces types de consommation qui se rapprochent de la consommation industrielle. Ouais. On va avoir le même type d'accompagnement, donc un petit peu plus personnalisé, c'est-à-dire que va y avoir du groupement pour aller chercher des solutions auprès des fournisseurs. Il va y avoir quand même un suivi individuel derrière, parce qu'il y a d'autres solutions à mettre en place aussi sur les grandes surfaces qui consomment beaucoup, notamment avec les chambres froides. Ça, on a déjà fait. Mais après, voilà, je voulais savoir si on pouvait se raccrocher à des choses déjà. Oui, en fait, le but, c'est pas de dire que. Enfin, il y a des choses que vous avez déjà faites, mais en fait, c'est voilà, de vous expliquer qu'on est capable d'accompagner ce type de consommation. Je ne sais pas si vous avez des consommations en tête, mais voilà, on n'a pas de limite haute pour l'instant sur ce qu'on peut accompagner. On accompagne des industriels qui ont du process, des grandes distilleries. Voilà, donc il y a des consommations qui sont en gestion aujourd'hui. On accompagne de façon un petit peu plus spécifique, oui, pour votre cas. Et la rémunération pour vous, c'est pareil, c'est au niveau... Alors, la rémunération, ça dépend en fait là, parce qu'il y a, en fonction des entreprises, sur les grosses consommations comme ça, il y a beaucoup de besoins différents. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont nous solliciter, qui vont nous dire j'ai besoin de vous que pour l'appel d'offres. Dans ce cas-là, au même type qu'un achat groupé, il y aura une rémunération en euros du mégawattheure. Il y en a qui vont nous dire j'ai besoin pour vous de faire un suivi avec vous, de faire un suivi mensuel sur le marché, parce que je consomme tellement que voilà, ce qui se passe d'un mois à l'autre, ça m'impacte. Donc j'ai besoin d'un rendez-vous mensuel avec vous.
Il y a des plus grosses entreprises encore qui vont nous dire, moi j'ai besoin d'un point quotidien avec vous, d'un point hebdo, pardon. Donc en fonction du besoin, il va y avoir des prestations qui vont être, ça peut aller, voilà, ça peut être très large, mais si on reste sur de l'appel d'offres classique, on va juste faire le tour des fournisseurs, des meilleures solutions et présenter, donc, grâce au groupement, les solutions qu'on a. Là, voilà, on est sur une rémunération en euros du mégawattheure encore, mais il y a d'autres choses derrière qui peuvent en découler en fonction des besoins. En fait, vous faites des études personnalisées si nécessaire. Oui, personnalisé, c'est nécessaire. Ce n'est pas forcément, parce que même moi, je pensais que vous faisiez des études en fédération. Donc, alors, que vous aviez une fédération qui se souscrivait auprès de vous et que toute la profession avait ce prix-là. Non, ce sont des études personnalisées. Je peux donner un exemple d'ailleurs, me concernant, faisant partie de la FFPB, Fédération des pressings. Ils nous ont contactés il y a à peu près 2 ans. 2 ans, oui. Et ben, du coup, ils ont analysé notre pressing sur la Côte d'Azur, où nous, on travaille énormément l'été et très peu l'hiver. Hein, et ça fait qu'ils nous ont passé sur un contrat camping. D'accord. Voilà. En fait, c'est ce que j'ai réussi à négocier avec EDF l'année dernière. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple. On a eu un tarif camping alors qu'on est précis. Oui, bah c'est tarif camping, en fait, pas spécialement de camping, c'est-à-dire consommation d'été. C'est ça, ouais. Donc, et c'est pour ça que j'avais une question très, très concrète. Aujourd'hui, donc le bouclier tarifaire, il est à 280 € du mégawattheure quand on est à 36 kg. Alors, où est-ce que c'est quand on est en tarif jaune? Là, vous parlez de l'amortisseur. Je sais pas. Enfin, aujourd'hui, moi, ma question à Antoine, c'est voilà, aujourd'hui, tout le monde parle de 280 € du mégawattheure. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez, par rapport à l'appel d'offres que vous avez fait pour les campings, à être en dessous de ces 280 €? Est-ce que c'est en tarif d'hiver? Est-ce que c'est en tarif d'été? Puisqu'en fait, on a quand même 4 tarifs, été, hiver, creuse. Donc c'est un prix moyen. Mais par exemple, le tarif camping que vous avez négocié aujourd'hui, il est de quel ordre? Alors les tarifs camping qu'on a réussi à négocier, ils sont super comparés à ce qu'on a eu l'année dernière. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu donc le prix était était plus haut qu'aujourd'hui le jour où on l'a renégocié. Mais en fait, les campings ont cette spécificité, comme vous, un petit peu justement, d'avoir un profil AREN. Donc l'AREN, c'est l'accès régulier à l'électricité nucléaire historique, qui permet d'avoir une partie de son prix basée à 42, et parfois même plus bas, parce qu'il y a des campings qui ont 110-120% de droit AREN. Et pour les gros campings, donc les C2, les plus gros compteurs, on a eu un prix aux alentours des 20 € du mégawattheure, en faisant bénéficier de ce dispositif AREN, donc une modulation qu'on a fait donc là avec le fournisseur EDF. Pour ces 700-là, pour le coup, ont eu un prix groupé où ils ont tous eu le même. Ça dépend des achats groupés qu'on fait. Mais là, ils ont tous eu le même. Les C2 ont eu un prix aux alentours de 20 €. Les C3 aux alentours de 35-40, je crois. Et si je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'on est aux alentours des 60-70 pour les C4. Donc, même pour les plus petits compteurs qui ont un prix plus élevé sur les 3 tranches que je viens d'évoquer, on est quand même sur des niveaux qui sont bien en dessous. Et en fait, oui, eux, ils ne bénéficient pas de l'amortisseur parce qu'ils sont en dessous. Et ça, c'est un tarif ORDT ou hiver? Pour l'avoir, moi, aujourd'hui, on est à 167 en hiver et je suis avoué à peu près à 26 en ORDT. Ce qu'on a négocié l'année dernière. Oui, c'est un prix moyen. Là, c'est un prix. Ah oui, c'est un prix moyen, donc c'est encore meilleur que ce qu'on a négocié l'année dernière. Oui, après, là, ce qu'on a réussi à l'année dernière, c'était vraiment le côté, et j'insiste encore dessus, mais c'était le côté collectif, c'est-à-dire que on a il y a toujours des entreprises qui sont un petit peu frileuses de passer par un intermédiaire. Ils se sont dit, moi, je vais quand même faire ma demande de mon côté tout seul. Ça brouille un petit peu les relations avec le fournisseur. Nous, ils nous disent, ce camping-là, il nous a demandé tout seul et autres, c'est pas top. Mais en soi, ça a permis d'imager, c'est-à-dire que ces entreprises-là, elles ont su les prix. Elles se sont rendues compte que en individuel, c'était pas ça du tout. Ça a bien permis d'illustrer l'intérêt du collectif seulement. Je reviens aux abonnements bleus et jaunes. Les campings, c'est plutôt des abonnements bleus ou en tarif jaune? Plutôt tarif jaune. Certains petits campings où c'est de l'emplacement, il n'y a pas de gros complexes aquatiques ou autres, ça peut être du bleu, mais ça ne représente quand même pas une grande partie. À partir du moment où il y a un petit peu de piscine, de mobil-home et autres, généralement on est quand même sur du tarif jaune. Si c'est que de l'emplacement, oui, on va être sur du tarif bleu, mais je n'en croise pas beaucoup, je dirais que c'est peut-être... je suis tombé sur un seul. Je sais pas, oui, c'est 5%, enfin, je ne veux pas m'avancer sur des chiffres, mais c'est vraiment une petite partie des campings qui sont en tarif bleu. Et autre cas spécifique encore dans la vallée, puisqu'on dépend d'une régie,
Est-ce que là aussi, il y a des moyens de bien négocier ou on est un peu vissé avec cette régie? Alors, sur la régie, il y a l'intérêt, c'est quand même d'aller voir les fournisseurs qui fournissent sur cette régie. Donc, de voir s'il y en a plusieurs, comme on en discutait tout à l'heure. Et s'il y en a plusieurs qui sont disponibles sur cette régie, de mettre en concurrence. Et après, même si c'est vraiment quelque chose d'individuel où il n'y a qu'un seul fournisseur, vous pouvez toujours faire appel à nous, dans le sens où vous parliez tout à l'heure d'un fournisseur, c'est un fournisseur avec lequel on est partenaire. C'est-à-dire que même si vous êtes sur une régie et d'avoir quelque chose de groupé pour vous, ça va être compliqué, nous on a des accords collectifs avec ce fournisseur qui nous permettent d'aller négocier des marges, d'aller négocier des options, et ça peut être intéressant, parce que ce fournisseur qu'on évoquait tout à l'heure ne travaille pas que sur la régie, il travaille aussi sur Enedis, et on travaille avec lui régulièrement, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent avec lui, enfin d'entreprises qui sont passées par ce prestataire, et donc on a des accords avec ce fournisseur et des leviers de négociation toujours plus importants qu'une entreprise de façon individuelle. D'où l'intérêt de déjà passer par vous, puis s'y prendre bien à l'avance. Alors, s'y prendre à l'avance, c'est essentiel dans le sens où c'est mathématiquement assez simple, c'est-à-dire que si vous venez vers nous une semaine avant votre échéance, on a une semaine pour trouver une solution. Donc voilà, si vous venez vers nous un an avant votre échéance, on a un an pour penser sur le sujet, pour voir à quel groupement vous intégrez et autres. Si vous venez vers moi une semaine avant, je vais faire au mieux, mais j'ai pas de baguette magique, donc pas non plus. Donc on va essayer de vous aider, mais prenez-vous-y à l'avance. C'est-à-dire que même si votre échéance aujourd'hui elle est à la fin de l'année 2024, ça ne vous coûte rien de prendre contact avec nous, de nous dire mon échéance elle est à tel moment, je vous envoie mes factures, je consomme de cette façon, et nous on vous met en veille et on sait quand est-ce qu'on pourra vous rappeler, pour quel achat groupé. Vraiment, là il ne faut vraiment pas se dire, contrairement à ce qu'on pouvait se dire avant où j'attends l'échéance et puis au pire je prendrai 4% d'augmentation, 3% d'augmentation, il faut arrêter de se dire ça, il faut se dire mon échéance, elle est peut-être dans 1 an et demi, dans 2 ans. Que quelqu'un suive ma date d'échéance et suive le marché pour moi, ça peut être un confort. Et ça peut m'éviter en fait, de me retrouver dans une situation critique le jour de la reconduction, où j'ai tout simplement pas le choix, parce qu'il me faut de l'énergie pour continuer à faire tourner mon activité. Je reviens sur le cas concret de Thierry, puisque lui, il nous en a parlé il y a 15 jours, hein, du déclenchement un peu de cette réunion, qui passe de 20 000 à 80 000, je crois, à peu près. Est-ce que lui, il a moyen de passer par vous, mais sur un contrat qui va peut-être durer 6 mois, pour avoir la possibilité de renégocier derrière, après un contrat de 6 mois? Est-ce que ça, c'est des choses qui se font ou pas du tout? Il est obligé de repartir sur 1 an, 2 ans? Alors, ça dépend du prestataire à lequel il se compte. Je pense que là, ça doit être EDF. Moi, je suis chez EDF et mon contrat se termine en avril. Et du coup, ça va repartir pour 12 mois, en théorie. Donc ça, c'est les contrats d'électricité reconductibles. Donc vous avez reçu un courrier qui vous dit que les prix vont s'appliquer à partir de telle date. Là, déjà, ce qu'il faut voir... Ça s'applique à partir de février. Voilà, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que généralement, ils vous disent vous avez tant de jours à compter de réception de ce courrier pour vous tourner vers une autre solution. C'est ça. Donc déjà, voir si on est encore dans ces dates. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Par contre, vous repartez donc sur 12 mois. Là, on ne peut pas faire grand-chose sur ces 12 mois. Le contrat se finit au mois d'avril. Je n'ai pas compris pourquoi ils vont se prendre maintenant alors que le contrat, l'échéance est en avril. Ok, bah, si vous avez une échéance en avril et qu'ils ne vous ont pas réengagé sur 12 mois supplémentaires, par contre, oui, là, on peut travailler ensemble, essayer de trouver une solution. Encore une fois, la solution sur 2023, on va avoir peu de temps pour la trouver parce que le mois d'avril, c'est quand même, ça s'approche. Mais là où on peut partir peut-être sur un contrat qui aura, je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas de baguette magique, mais qui aura des prix élevés sur 2023, on peut peut-être commencer à voir quel groupement vous pourriez rejoindre pour 2024. Trouver une solution temporaire la moins chère pour 2023, c'est ce qu'il faut faire. Mais voilà, on est quand même dans l'urgence. Comme je le disais avant, c'est l'anticipation qui compte. Là, on est un petit peu dans ces délais-là, on commence à parler un petit peu d'urgence, nous. Mais il faut se faire accompagner, il faut voir, et puis il faut lancer un appel de fournisseurs. C'est-à-dire que si ça se trouve, EDF peut être bon en renégociation de façon collective, et si ça se trouve, ça peut être un autre. Donc là, voilà, si votre échéance est en avril, je dirais qu'il n'y a pas de temps à perdre. Faut se pencher sur le sujet assez rapidement. Combien d'antériorité avez-vous dans le collectif énergie? Combien d'eux? Depuis combien de temps? Ah, ok. J'ai compris l'antériorité. On existe depuis 2015 à Nantes. Le siège a été créé en 2015 par M. Saurin. Et aujourd'hui, l'agence de Marseille existe officiellement depuis cette année, mais moi je suis parti du siège à Nantes où j'ai fait ma formation en août 2021. Donc on commence à être présent sur Marseille depuis 1 an et demi à peu près. Voilà, c'est ça. On n'était pas sur la région,
Là, sur Marseille, on y est depuis août 2021 et on travaille avec la Fédération des boulangers des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, et justement pour parler des boulangers, on va faire un achat. Il y a des grosses fédérations qui très vite vont bouger pour pouvoir négocier les prix. Oui. Et ce qui est gênant, c'est que les entreprises individuelles, même si elles consommaient beaucoup, c'est le choc des prix qui les a fait réagir. C'est ça. Mais avant en fait, il n'y a pas eu de groupement par fédération. En fait, nous, on en a fait, on a communiqué auprès des fédérations, mais le problème avec beaucoup d'entreprises, après ça peut se comprendre, il ne faut pas jeter la pierre non plus, c'est qu'avant, elles étaient sur une tacite reconduction, on prenait 2-3% par an, on ne le voyait même pas sur la facture. Donc en fait, quand une fédération vient nous dire votre échéance elle est dans 6 mois, il faut renouveler maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui disent non mais moi, mon contrat, je le renouvelle un mois avant, je n'ai pas le temps, mais en fait, par contre, quand ils ont reçu leur nouvelle facture, que le groupement était passé, c'est là où il y a eu des réactions. Malheureusement, les réactions elles sont arrivées après coup, c'est ça. Et on a un travail de pédagogie un petit peu encore, parce qu'il y a encore des entreprises qui ont de la chance et qui ont des prix bloqués jusqu'à fin 2023, et on repart sur le même travail de pédagogie, de se dire, n'attendez pas, regardez vos homologues, il y en a qui ont eu des augmentations, où votre prix est bloqué jusqu'à fin 2023, mais début 2024, ça va être une autre affaire. Donc il faut se pencher sur le sujet. Juste compléter. Oui, effectivement, on a pris conscience de ce phénomène-là, c'est-à-dire que toutes les entreprises ne sont pas rattachées ou actives dans leur fédération, elles ne sont pas nécessairement conseillées. Donc au niveau de la CCI de Nice, on est en train de monter un appel à manifestation d'intérêt pour retenir un prestataire justement d'achat groupé à conseiller aux entreprises. Voilà, donc on connaît Collectif Énergie par ailleurs, effectivement, voilà, mais il n'est pas sûr que ce soit eux qui soient retenus au final, hein, ça va être le jeu de la libre concurrence. Mais on aura une solution d'ici, la fin du mois de mars à proposer aux entreprises des Alpes-Maritimes. Céline, Gilles, profitez que vous ne demandez pas beaucoup ce soir. Est-ce que vous avez une question concrète Oui, là je pense qu'on est dans le cas où voilà, on n'est plus dans les clous, c'est sûr. On a une échéance au 18 février de cette année. Moi, quand j'avais changé de. Et on a essayé de notre côté, quoi, en fait. J'avais changé pour EDF. Il n'y a aucune explication de fait dans comment ça fonctionne, quels sont les différents contrats, comment donc ils vous donnent un prix. C'est vrai que moi, j'y connais que dalle. Et on est sur un contrat non réglementé sur 1 an, là, qui arrive à échéance. Et c'est maintenant avec ma lettre que je me rends compte, quoi. Il me semble que vous êtes à moins de 36 kVA. À moins de 36 kVA, mais on n'a pas de tarif réglementé. On n'a pas de tarif réglementé, alors je ne sais pas. Sur ce tarif réglementé, on n'y est pas. Dans votre, vous êtes moins de 10 salariés équivalent temps plein, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Affirmatif. Il faut absolument, effectivement, à l'heure actuelle, vous êtes avec EDF. À EDF, mais EDF, on ne peut pas les contacter quand on prend des rendez-vous. Voilà, c'est compliqué. Donnez-moi vos coordonnées, je communiquerai. Je communiquerai à EDF. À chaque fois que je les ai, ils m'ont dit non, il faut attendre ça. Après, c'est ah bah non, mais si. Et puis après, les rendez-vous, ils me coupent. Donc on n'a personne. Mais pour vous, vraiment, vous avez le droit au tarif. Le profil, il faut absolument que vous l'obteniez. Donc je ferai passer vos coordonnées et on vous recontactera derrière. C'est cool.